Bienvenue dans une comparaison approfondie super intéressante du tout nouveau Hyundai Santa Fe. Nous avons deux véhicules pour vous, diverses motorisations, intérieures et extérieures différents. Tout ce qu'il faut savoir, quelle est la qualité de cette nouvelle génération, nous allons tout examiner ensemble. Je suis Thomas, c'est parti. Voici ce véhicule Orange Terracotta. Ce véhicule ici a les volets d'ouverture pour la climatisation et le refroidissement, car la climatisation intérieure marche pour maintenir une température agréable. Que je peux également vous montrer les clignotants et les feux de jour car ils forment ce H distinctif pour la marque Hyundai évidemment. Ces éléments soulignent l'identité visuelle unique de la voiture. Et quand vous activez les clignotants, cela remplace exactement ce schéma et ça a vraiment l'air génial. En général, cette nouvelle génération avec une posture plus large semble beaucoup plus anguleuse et ici, cette forme ici. Disons que c'est une forme plus fermée dans ce design élémentaire. Design de base avec un petit look argenté dans la partie inférieure. Ou alors, on passe à notre véhicule blanc crème. Je ne suis pas certain que cette couleur blanche soit véritablement crème. Oui, c'est une couleur blanche très lumineuse et agréable. Celui-ci est équipé du pack noir. Cela comprend également, ou édition noire, cela comprend également un design différent ici. Non seulement il y a plus d'éléments noirs, mais aussi ce design en treillis plus grillagé dans les parties supérieures et inférieures. Et cette partie est aussi masquée, oui, mais dans l'ensemble, les deux ont une position vraiment solide. Et c'est tellement cool lorsque vous activez les clignotants ou les feux de détresse, surtout en conduisant la nuit. Vers le côté, la nouvelle longueur est de 4,83 m ou 1,90 m. Cela représente en fait environ 5 cm ou 2 pouces de plus pour l'empattement. Celui-ci, Black Edition, avec des jantes noires. Vous pouvez les avoir en 18 ou 20 pouces, et ceux-ci sont en effet les grandes roues de 20 pouces. Nous avons aussi des jantes de 20 pouces sur l'autre véhicule, mais pas en noir. Et ici aussi, les arches de roue sont en noir brillant, tandis que sur le modèle de finition inférieure, elles sont plutôt en plastique simple, ce qui leur donne une apparence moins élégante et plus commune. Mais ce n'est pas trop mal. Et je dirais plutôt, eh bien, l'autre n'est pas non plus le modèle de base. Vous avez ce style vraiment carré, vous pouvez déjà le voir ici. Et toute cette zone de fenêtre est complètement obscurcie. Et là, vous pouvez voir, surtout avec la couleur blanche, cela forme un très bon contraste et donne vraiment l'impression d'avoir un toit flottant. Cet élément ici, je vais bientôt vous montrer plus. C'est une caractéristique très spéciale que ce véhicule a. Barre de toit noir également. Et aussi, vers l'arrière, un design très carré et rectangulaire, ciblant particulièrement les clients existants et satisfaits. Construits en Alabama aux États-Unis, bien sûr, et ils tiennent vraiment à avoir encore plus d'espace intérieur. Et vous pouvez déjà voir à l'extérieur que la découpe pour le haillon arrière est maintenant beaucoup plus grande qu'avant. Et nous vous montrerons cela très bientôt en détail. De plus, les feux arrière formant ce H ici, le H de Hyundai. C'est donc l'hybride rechargeable dans ce cas-là, l'autre est l'hybride intégré. Quand vous actionnez les clignotants, ils apparaissent en bas et restent visibles même avec le haillon ouvert, ce qui est vraiment pratique et sécurisant, parce qu'elles sont placées vraiment bas ici. Et puis elles apparaissent toujours quand on ouvre la trappe. Oui, c'est la raison derrière cela. Encore une fois, pour notre véhicule Terracotta Orange, bien sûr, il y a plus de couleurs disponibles. Grande lettre Santa Fe, ici. Vous savez, ils ont nommé ces véhicules d'après les villes. Ils ont leur Hyundai Santa Fe et leur Tucson. C'était une stratégie de fabriquer les véhicules aux États-Unis et de les nommer d'après des villes américaines. Et cela a été un grand succès pour Hyundai car ils ont obtenu plus d'acceptation du public américain, augmentant ainsi leur présence locale. Cette finition a une caractéristique très intéressante. De l'extérieur, en touchant cela, vous pourriez dire avec surprise, qu'est-ce que c'est que ce morceau fragile? Et est-ce que c'est une mauvaise qualité de fabrication ou quelque chose comme ça? Mais il y a une raison à cela. Quand j'ouvre cette porte ici, ensuite, sur le côté, je vois un petit verrou et peut-être besoin d'une clé dure. Et puis tu peux déverrouiller ça ou tu peux aussi utiliser un tournevis ou quelque chose. Ensuite, vous poussez celui-ci. En le verrouillant à nouveau, il sort. Déverrouille-le. Regarde ici. Intéressant, non? Quand tu l'as positionné ainsi, tu veux installer un porte-vélo dessus. Ensuite, mettez vos pieds ici sur le pneu et saisissez bien ici. C'est une aide plus facile pour continuer. Montez en haut pour installer ou désinstaller quelque chose. Voici le porte-clés. Ils ne l'ont pas renouvelé pour la nouvelle génération. Ouais, ça n'a pas l'air si premium, honnêtement. Mais là, les poignées de porte sont vraiment robustes et le son de la fermeture de la porte. Ce bip est du contact allumé.
Derrière, j'ai trouvé le son de fermeture de la porte vraiment cool. Devant, ouais, c'est vraiment bien. Prenons-le ainsi. Ensuite, à l'intérieur des portes, c'est vraiment très beau ici avec cet insert en bois mat et élégant. Comme ça, vous pouvez aussi bien l'entendre, comment ça se sent réellement. Puis à l'intérieur des portes ici, ouais, c'est vrai. Je veux dire, celui-ci a au moins une structure, mais il n'est pas recouvert de tissu ou quoi que ce soit. Ensuite, nous avons un joli badge d'entrée Santa Fe juste là, et un cockpit entièrement nouveau, 2 x 12,3 pouces. En résumé, vous voyez ce format d'écran incurvé. Et aussi, le volant semble vraiment être moderne avec de nombreux boutons. Ça ressemble presque à un style Range Rover ou quoi? Tu sais, ici aussi avec ce style en aluminium brossé, toujours de vrais boutons, pour le régulateur de vitesse notamment, pour modifier les instruments, côté droit pour décrocher. Puis les sièges. Sur le marché américain, vous avez des sièges en tissu ou un simili-cuir perforé qui ressemble à ça. En Europe, cependant, seulement ici les choix de peau d'animaux parce qu'ils préfèrent vendre les finitions haut de gamme ici. Alors oui, ce serait mieux si vous aviez aussi les choix comme sur le marché nord-américain, 1,88 m, toujours beaucoup de place. Là, vous voyez, style carré. Et vous avez cette position assise droite ici. Oui, vous vous sentez vraiment comme le roi de la route. Pour le goût européen, c'est un SUV de grande taille. Sur le marché nord-américain, plutôt un SUV de taille moyenne. Mais vraiment bon du point de vue de l'ergonomie du siège. Et le volant se trouve ici en commande manuelle. Mais c'est vraiment agréable. Pour l'instant, tout semble très solide. Ce poste de pilotage est vraiment conçu pour les besoins du marché nord-américain. Je vais vous montrer pourquoi c'est effectivement le cas. Commençons ici, côté passager pour le moment. Très intéressant, ici en haut, nous avons la première boîte à gants. Vous pouvez la voir. Et si vous avez la finition Black Edition, c'est une option. Vous pouvez également avoir ceci ici avec une stérilisation UV. Ensuite, en bas, vous avez la boîte à gants normale comme ceci, mais elle n'est pas amortie. Ça tombe juste comme ça. Et puis encore un peu d'espace juste ici. Et même ici, encore une fois, vous voyez que le design est très intéressant. C'est le même design que nous voyons sur les phares extérieurs. Et nous avons aussi ce schéma de design ici sur les sièges. C'est un peu comme estampillé juste ici. Et toujours ce H de Hyundai. Donc, ce sont quelques jolis petits éléments de design. Et vous pouvez, encore une fois, voir cet écran incurvé 2 x 12 pouces 3, aussi un écran tactile à droite. Côté gauche, instrument numérique. Ce n'est pas tactile, évidemment. Ça démarre ici. Pour changer les vitesses, c'est juste ici, comme dans les récents véhicules électriques modernes de Hyundai. Ici, conduire, reculer ou 4P. Mais c'est vraiment pratique de l'avoir sur le volant. La qualité des boutons sur le volant, les molettes pour le volume, c'est vraiment bien fait et agréable à utiliser. Dans cette partie inférieure, nous avons de vrais boutons pour régler le climat et le reste, rendant l'utilisation vraiment simple. J'aime ça. Quand tu appuies à l'intérieur, tu contrôles en fait. Voilà, comme la force de ventilation, la vitesse du ventilateur, mais seulement de la fonction automatique. Quand vous ne le voulez pas en mode automatique, faites-le ici, au centre de l'écran. Ensuite, cette atmosphère ouverte ici à gauche, vous avez un pad de recharge inductive ici. Voici dans la finition encore plus élevée. Ensuite, vous avez deux pads de charge inductive côte à côte. Les téléphones vont surchauffer. Ici, à l'avant, vous pouvez alterner entre la charge avec le câble ou la charge et la connexion pour le smartphone. Et de très grands porte-bouteilles, une caractéristique que les clients nord-américains apprécieront également énormément. Vous pouvez même mettre ici des grandes bouteilles ou de très grandes tasses à café et ainsi de suite. Des gobelets Stanley, bien sûr, un accoudoir central doux. Et c'est vraiment bien aligné ici. C'est une idée très intéressante. Et puis vous repliez et il y a encore une chose. Il y a un énorme espace à l'intérieur. Et puis, regarde-moi ça de plus près. Il y a comme un éclateur là-dedans. Et j'ai entendu dire que même des enfants entiers se sont complètement perdus ici. Alors, regarde ça. C'est comme, je ne sais pas, si tu mets des trucs dedans, peut-être que tu ne les retrouveras jamais car c'est trop grand dedans. Mais au moins, vous avez la possibilité de mettre plein de choses juste en dessous ici. Je pense qu'ils ont déniché un cockpit moderne. Voyons le point de vue du conducteur. Et le voilà. Et tous ces boutons sont faciles à contrôler. Ici, par exemple, vous pouvez ensuite changer certains détails dans les instruments numériques. Et ils sont faciles à lire. Vitesse à gauche, régime à droite et aussi ces informations hybrides. Et si vous vous demandez à propos de ceci, d'ailleurs, ces lumières clignotantes, vous ne les voyez pas à l'œil nu, vous ne les voyez que sur la caméra. Et ce sont en fait les détecteurs infrarouges. Si vous êtes encore éveillé,
Ils vous donnent alors cet avertissement de fatigue. Oui, toutes les voitures modernes ont ça maintenant. L'infodivertissement est, dirais-je, rapide. Vous avez aussi ces paramètres de l'écran d'accueil, vous pouvez vraiment tout contrôler facilement d'ici. Les réglages du véhicule sont cruciaux. Ils peuvent, par exemple, affecter la conduite. Changer quelques réglages de siège, comme si vous vouliez une ventilation automatique et ainsi de suite. Et le plus important, intégration CarPlay et Android sans fil ou câblé. Vous pouvez choisir cela et quelques autres fonctionnalités avec Léa. D'abord là-bas, vous avez cet espace ouvert sous la console centrale, ouais, énorme, et aussi une alimentation 12 volts, et puis la ligne de toit est en fait très douce. Ça fait vraiment bien, c'est cool. Et oui, une de nos fonctionnalités préférées. Attendez, voilà. Et si vous pensez maintenant que c'est une caractéristique spéciale, oui, c'est le cas. Il n'y a plus beaucoup de voitures qui ont ça. Et je pense que c'est utile lors de longs trajets autoroutiers, selon la position du soleil, qu'on peut prolonger ce pare-soleil de côté. Comparaison avec une finition encore plus élevée, vous avez deux boutons ici pour les sièges à mémoire. D'abord, ce que vous pouvez aussi obtenir. Vous vous souvenez, nous avions la direction manuelle. Ici, la colonne de direction est réglable électriquement. Donc, cela fait également partie de la finition supérieure. Ici, je peux avancer ce siège un peu plus haut pour un confort optimal. Ainsi, vous pouvez reposer votre jambe dessus et profiter de cette fonction de siège relaxant. Vous le connaissez peut-être aussi grâce à leur véhicule électrique, par exemple. Voilà. Donc, cela avance tout d'abord un peu, et ensuite, vous allez vers le haut et aussi vers l'arrière, juste avec une pression sur un bouton, et vous avez la position de sommeil, et la même chose s'applique également ici pour le siège passager. Et j'ai aussi les contrôles. Ici, je peux faire directement depuis le côté, vous savez, donc cela n'est pas inclus dans les niveaux de finition inférieurs ou moyens que nous avions auparavant. En fait, c'était plus comme les niveaux de finition haut et très haut, donc vous pouvez aussi appuyer sur ce bouton pour obtenir la position de sommeil. C'est vraiment une fonctionnalité sympa, n'est-ce pas? Vous pouvez appuyer directement ici et ensuite vous avez deux positions de sommeil l'une à côté de l'autre. Ici, dans cette finition haut de gamme, mettez votre téléphone là, puis appuyez tranquillement sur le bouton de radiation UVC. Donc, c'est pour désinfecter vos appareils électroniques. Les sièges arrière, vraiment intéressants. Tout d'abord, les portes arrière ici, avec le pare-soleil manuel, ça va jusqu'au bout. C'est donc un choix judicieux. Et aussi l'insert en bois mat, encore une fois. Le chauffage des sièges arrière est également disponible. Et aussi de jolies poignées intérieures. La porte ne s'ouvre pas à 90 degrés, mais assez large. Isofixé aux sièges extérieurs, vous pouvez les glisser vers l'avant et l'arrière. Et ici, quand vous les relâchez juste, ils avancent un peu. Et ensuite, vous devez les repousser un peu plus, comme ça. Et c'est pareil ici de l'autre côté, comme les 2/3 environ. Ensuite, chaque siège à l'intérieur de la voiture dispose d'une recharge USB-C pratique pour tous. Bol de chaque côté. Et vous pouvez également ouvrir la console centrale directement d'ici. Donc, on peut vraiment l'ouvrir des deux côtés et y accéder facilement. C'est vraiment une idée astucieuse. En bas, il y a un autre rangement. Waouh, je veux dire, c'est vraiment très grand et spacieux. Le rangement que vous trouvez dans ce véhicule impressionnant. Alors, l'espace au siège, assez de place pour les jambes. Et il y a aussi assez de hauteur sous plafond. Aucun souci à ce niveau. On peut également changer l'angle du siège pour le raidir. Ou plus dans le « Waouh, ça va loin ». C'est une belle position pour dormir, bien sûr, si tu passes une bonne nuit. Si je relevais encore un peu plus l'appui-tête. Donc, vraiment des solutions sympas. Il y a vraiment une excellente solution pour accéder facilement à la troisième rangée avec des versions à 5, 6 ou même 7 places, offrant ainsi un confort optimal. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu appuies sur ce bouton, soit le même bouton en haut, ici. Et en appuyant sur ce bouton ici, il se plie et glisse également vers l'avant. C'est super facile, non? Vous pouvez aussi le pousser légèrement vers l'avant, accédant ainsi à la troisième rangée de sièges. Enfin, des fixations isofixes sur les sixième et septième sièges. Enfin, quelqu'un y a pensé. Donc, je vais monter. Voilà. Alors, souvent, nous voyons ces 7 places et ils n'ont pas d'isofix à l'arrière parce que parfois, il n'y a pas beaucoup de place ici. Ainsi, vous pourriez au moins les utiliser pour des sièges enfants. Ici, vous pouvez. Ce que j'ai fait ici, c'est que sur cette partie, sur le tiers, j'ai avancé un peu plus le siège de manière à pouvoir encore m'asseoir là. Et puis, vous pouvez voir, ouais, je dois me faufiler ici. Donc, ce n'est pas conçu pour 7 adultes grands ou quelque chose comme ça. Oui, niveau espace pour les jambes, ça marche pas tellement. Et si je reculais celui-là, ce serait même ici, en position reculée au maximum.
Donc, pas trop d'espace en longueur. Ce n'est pas le véhicule le plus long en général, mais ici, avec ses dimensions carrées, la hauteur sous plafond est parfaitement correcte. Donc c'est ça la chose. Ici, c'est un autre bouton. Il y a aussi ce bouton en haut que vous pouvez sortir vous-même quand vous êtes assis à l'arrière. Et puis, également très intéressant, ce que nous avons ici, c'est une prise de courant complète à l'arrière. Donc cela est disponible. Et même une véritable unité climatique que vous pouvez régler vous-même. C'est aussi quand c'est alimenté, il y aura aussi une lumière pour l'arrière. C'est donc aussi une fonctionnalité sympa et confortable. Et pour comparaison, voici la version 6 places. Aussi, j'ai donc le contrôle électrique des sièges arrière pour l'inclinaison parfaite. Et j'ai aussi ces accoudoirs ici pour les sièges du capitaine. Le confort des sièges n'est pas très différent de la banquette arrière, je trouve. Je peux aussi glisser ceux-ci vers l'avant et l'arrière. Oui, le truc cool, c'est que les enfants s'amuseront sans devoir plier quoi que ce soit. C'est super pratique à utiliser. Tu sais, tu peux appuyer sur ce bouton et ensuite c'est pareil en fait ici. En fait, ce bouton supérieur est électrique. Et ensuite, je vais appuyer sur le bouton encore une fois. Celui-ci avance, mais les autres se reposent. Oui, je dois glisser moi-même vers l'avant, comme ça. Ce qui est cool ici, c'est que les enfants, surtout quand on est un peu plus mince, peuvent juste passer par la troisième rangée de sièges dans ce cas. Regardons ici le coffre ou le compartiment à bagages à ion électrique. Et voilà. Et en ce moment, la troisième rangée de sièges est relevée. Alors ici, un chariot ne rentre qu'à la verticale, car il ne reste vraiment pas beaucoup de longueur pour le positionner autrement. C'est ici 1 mètre ou 40 pouces, c'est plus large sur les côtés, mais entre les passages de roues, c'est 1 mètre ou 40 pouces. Et cette troisième rangée de sièges, je peux par exemple tirer simplement cette sangle ici. Là, vous pouvez voir, vous pouvez aussi le reculer pour une position assise plus confortable, mais ensuite, il reste encore moins de coffre. Sinon, vous pouvez les replier ainsi. Tirer aussi sur la sangle en haut, c'est aussi possible. Ça s'aplatit complètement. Derrière ici, 4 attaches supérieures, rangement en dessous. Voilà, c'est tout. Vous pouvez ajouter des accessoires pour optimiser l'espace et le rendre plus fonctionnel. Alors, la longueur normale du tronc ici est d'environ 1,10 m, soit 43 pouces. La hauteur est d'environ 80 cm, soit 32 pouces, ce qui est suffisant pour la plupart des besoins. Puis sur le côté droit ici. Je vais appuyer sur ces boutons simultanément maintenant. Wouh! Ouais, c'est génial, regarde ça. Je veux dire, ici, au fait, c'est 725 litres, mais ici, abaissé, encore plus d'espace. Et regardez ça, la longueur ici est, ouais, 1,95 m ou 77 pouces. C'est une voiture super polyvalente. Et peut-être, Léa recule un petit peu encore une fois. Là, on peut clairement voir à quel point ils sont carrés. Tu vois? C'est tellement génial, non? Donc, même si tu mets des trucs vraiment très encombrants dedans, aucun problème. Qu'en est-il des moteurs? Tout d'abord, on a des vérins à gaz ici. Donc, ils restent ouverts comme ça. Plutôt sympa. Sur le marché nord-américain, vous commencez avec un 4 cylindres de 2,5 litres, soit atmosphérique, soit avec turbo. Plus de puissance, meilleure accélération, etc. Pas de modèle dispo en Europe. Ils ont vraiment mis l'accent sur les hybrides. Ils sont également disponibles aux États-Unis et au Canada. C'est l'hybride rechargeable avec une batterie brute, un peu plus rapide en accélération, 9,3 ou 9,1 secondes selon le marché, et celui-ci est l'hybride intégré. C'est le même moteur turbo de 1,6 litres, donc la même base avec l'hybride intégré et l'hybride rechargeable. Celui-ci est juste un peu plus lent, 9,5 secondes. Et le truc, c'est que oui, comme cet hybride intégré se plaignait, l'hybride rechargeable n'atteint bien sûr sa pleine capacité d'accélération que lorsque la batterie est complètement chargée. Commençons par l'hybride intégré. Puis quand tu conduis vraiment, vraiment lentement, juste électrique dès que j'appuie un peu plus sur l'accélérateur alors. Je ne sais pas ce que c'est. Tu te plains peut-être que le capteur infrarouge n'est pas capable de me voir ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être parce qu'il y a comme ce signe œil rouge. Je ne me sens pas à l'aise avec voir un signe œil rouge sur les instruments. Je vois cette visualisation. Je ne suis pas sûr si vous voulez toujours y jeter un coup d'œil en conduisant, mais quand je suis par exemple hors de l'accélérateur ici, dans ce cas, alors l'électrique récupère également une partie de l'énergie et puis vous pouvez profiter de ces moments électriques où par exemple vous pouvez manœuvrer en ville en électrique
et ainsi de suite. Donc tout cela est possible. Ce que je veux aussi vous montrer, c'est à quel point c'est polyvalent de savoir déplacer ce véhicule. Par exemple, ici, on entre maintenant sur ce petit chantier et on ne peut pas aller plus loin ici. Maintenant, même si ça devient difficile, donc il n'y a presque aucun effort nécessaire. Système de caméra, j'ai vraiment un bon contrôle sur le véhicule. Donc, mon point de vue est que ça ne semble pas si grand. Vraiment, cette direction légère et la bonne maniabilité, et aussi le fait que vous ayez une bonne vue d'ensemble ici, rendent la voiture facile à manœuvrer. Bien que pour le goût européen, par exemple, c'est déjà un véhicule assez grand, mais encore, comme je l'ai dit, ça ne semble pas si grand. Et c'est vraiment cool. Ça semble vraiment moderne et sophistiqué jusqu'à présent à des vitesses plus basses. Mais bien sûr, nous sommes en Allemagne aujourd'hui et c'est pourquoi nous allons l'emmener sur l'autobahn allemande. Au fait, aussi agréable d'intégrer les indicateurs de direction. Ils vous donnent un retour très bon et sophistiqué. Souviens-toi, c'est un grand véhicule et nous avons le 4 cylindres de 1,6 litre, donc 1,6 litres, et pas exactement une grande cylindrée. Les 2,5 litres atmosphériques ou 2,5 turbo que vous pouvez obtenir sur le marché nord-américain, je trouve qu'en termes de cylindrée, ce serait plus adapté pour ce véhicule honnêtement, mais voyons ce que l'accélération donne. Alors on arrive sur l'autobahn allemande et nous pouvons aussi sélectionner différents modes de conduite. Donc quand vous les appuyez, vous allez en mode tout-terrain. Et maintenant, on passe en mode sport. Et nous commençons ici à environ 40 km/h, un peu en montée sur cette rampe. Alors nous y allons, 100, 130, puis 140 km/h. On y va. Vous pouvez vraiment sentir l'accélération et la puissance du moteur qui se libèrent à mesure que nous gagnons de la vitesse. C'est impressionnant comment le véhicule reste stable même à haute vitesse sur cette voie de l'autoroute allemande. Toute la technologie embarquée travaille ensemble pour nous offrir une conduite fluide, confortable et sûre. Ouais, c'est bon, c'est pas trop puissant. Et en fait, c'est vraiment pas trop bruyant non plus, honnêtement, je trouve. Donc, on approche maintenant, en ce moment même, les 150 km/h. C'est raisonnable. La suspension est, je pense, réglée sur un ton un peu plus long et doux. Donc ce n'est pas le retour le plus sportif. Je pense que nous avons 20 pouces et jusqu'à présent, quand nous roulons sur des bosses sur la route et tout ça, ça va. Ça me donne vraiment une sensation de confort quand on fait un changement de voie ici. D'accord, bonne maîtrise du volant. Encore une fois, l'angle mort est surveillé. J'ai une très bonne sensation pour ce véhicule. Encore une fois ici. Oui, j'aime la direction. Oui, à 160 km/h, le bruit du vent augmente avec les rétroviseurs. Mais je pense que c'est en fait raisonnable. Ce n'est pas la voiture de course et ce n'est pas non plus en concurrence avec les SUV premium allemands et la dynamique de conduite, etc. Donc la seule chose qui manque ici, c'est peut-être, tu sais, la performance de suspension et le plaisir de conduite dynamique que tu obtiens peut-être avec un concurrent BMW ici, avec un X3 ou un X5. Mais ça n'a pas non plus besoin de rivaliser avec ça. Dans ce cas, c'est plus relaxant, tu vas de Santa Fe à Tucson et retour, par exemple comme ça, ou de Santa Fe à Vegas, ou peu importe, tu vois. Donc à long terme, assis droit, en profitant aussi de l'espace que tu as ici à l'avant et ainsi de suite. Léa, ton avis sur l'isolation phonique? C'est bon, parce qu'elle est plus sensible à ces bruits de vent ici. Et parfois, même quand je ne les capte pas, elle dit « Attends une minute, c'est trop fort ». Mais ici, il y a aussi la tige Léa pour l'isolation. Je me sens assez chez moi sur l'autoroute allemande, bien que ce ne soit pas développé pour cette autoroute. Pas du tout, plutôt que pour les autoroutes américaines. Je pense que c'est vraiment très bien pour manœuvrer ici. Parfois, oui, quand tu changes de voie par exemple, et puis il y a une bosse sur la route. Alors, vous ressentez, oui, que la suspension et la combinaison de direction ne vous donnent peut-être pas, disons, le meilleur ressenti pour contrôler le véhicule. Dès que la situation devient un peu plus critique, je dirais encore une fois, cela prouve que ce n'est pas adapté pour conduire dans ces conditions dynamiques ou autres. Mais quand même, je trouve que c'est vraiment amusant à conduire et aussi pour le changement de voie, etc. Vous ressentez alors ici aussi le poids et la taille du véhicule. Tous les SUV que nous avons ici sont généralement beaucoup plus petits que celui-ci. C'est l'avertissement de freinage. Il y a du trafic devant nous. Et là, on peut aussi, par exemple, tester le régulateur de vitesse, l'activer sur le côté gauche du volant. Ensuite, je vois aussi un petit symbole de volant vert. Cela signifie que nous avons également la direction active.
Voyons comment cela me garde dans la voie. Ce bruit, vous l'entendez peut-être sur la caméra, provient de ces bandes claquantes ici, comme celle d'un camion, pas de l'intérieur du véhicule. Jusqu'à présent, je n'ai entendu aucun bruit de cliquetis ou quelque chose. As-tu entendu quelque chose? Non. Tout bien, tout silencieux, mais là, à plus grande vitesse, un bruit de cliquetis venait du cache du coffre, en fait. Les systèmes d'assistance, pas de mouvement de direction brusque, tout est vraiment fluide. Donc ils ont également amélioré les systèmes d'assistance, donc effectivement cela ressemble à un véhicule très sophistiqué et c'est aussi ce que je décrirais comme le plus grand changement par rapport à la génération précédente à celle-ci. Celle-ci se sent plus mature, plus sophistiquée, de meilleure qualité de l'intérieur. Ici, dans le cockpit avant, nous l'avons aussi vu quand nous contrôlions tous les sièges, déplaçant des trucs d'avant en arrière, retournant des choses. C'est là que ça devient évident quand il manque quelque chose en qualité, en finition ou autre. Mais ici, ça n'arrive pas. Donc, c'est agréable. Et pourtant, les systèmes d'assistance sont en place. En ce moment, une fois de plus, le moteur à combustion est allumé. Il recharge également la batterie pour qu'à un autre moment, par exemple en descente, nous puissions de nouveau rouler tout électrique. Oui, ça bip depuis un moment. C'est le cas ici avec les véhicules Hyundai, Kia. Tous les véhicules de nos jours émettent beaucoup de sons d'alerte et de tonalité et tout ça. Mais ici, avec ceux-là, je pense que leur schéma acoustique est parfois un peu trop. Nous avons récemment vu cela également lors de l'examen du Kia Sorento, qui est bien sûr le concurrent interne direct ici du Hyundai Santa Fe, et en parlant du Kia Sorento. Oui, celui-ci est un peu plus ancien, ce modèle. Et je ressens particulièrement ici que le tout nouveau Santa Fe, il ajoute quelque chose de plus. Donc oui, si nous comparions le Kia Sorento et le Honda Santa Fe ici, surtout plus sophistiqué que le Kia Sorento là-bas, surtout pour les sensations de conduite à l'intérieur et ainsi de suite. Sorento ou Santa Fe? Lequel des deux choisirais-tu? Oui, oui, elle garderait aussi le Santa Fe, absolument. Oui, surtout je pense sur le marché américain où je peux obtenir un prix plus décent et aussi ces finitions plus basses où vous avez par exemple les sièges en tissu, des matières un peu plus simples et ainsi de suite, etc. Ici c'est clair, je pense que le piège sur le marché européen, c'est qu'on n'obtient que ces versions à prix élevé, ce qui les met directement en concurrence avec les Allemands. Audi, BMW, Mercedes et ainsi de suite. Parfois ça peut marcher, parfois non. Ici, le moteur hybride intégré sera adapté au marché européen si vous ne parlez pas des avantages fiscaux, etc. L'hybride rechargeable offre plus d'avantages fiscaux à prendre en compte. Sinon, vous pouvez aussi opter pour l'hybride intégré. Cependant, étant donné la taille du véhicule, si vous avez le choix comme sur le marché nord-américain, il est probablement préférable de choisir le moteur de 2,5 litres. Il vous donne plus de cylindrée ici, surtout pour ça, gros moteur ou pour remorquer quelque chose. La consommation de carburant ici pour l'hybride intégré. Nous n'avons pas pu le conduire assez longtemps pour vous donner vraiment la meilleure moyenne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons pour vous une fourchette où ce sera probablement la plupart du temps quelque part entre 7 et 10 litres au 100 km, selon si vous aimez vraiment accélérer sur l'autoroute ou si vous utilisez davantage le système hybride en ville. Donc entre 35 et 25 mpg US et entre 40 et 28 mpg UK. À un stade ultérieur, nous le conduirons pour une plus longue période. Nous pouvons peut-être nous en rapprocher comme une moyenne plus réaliste. Mais en fait, la figure la plus réaliste sera entre ces valeurs, offrant une estimation fiable. Et puis nous passons au modèle hybride rechargeable. Faisons un tour avec celui-ci. La question est, bien sûr, est-ce que ça se sent différent? Eh bien, c'est un peu plus lourd en raison de son poids total et des équipements pour améliorer les performances. Donc, nous devrons voir comment ça se passe. Vous ne le sentirez pas tellement. De plus, cette batterie du système hybride rechargeable n'est pas très grande, ce qui est également l'un des points de critique. Et si vous optez pour une hybride rechargeable, bien sûr, il serait plus logique que vous puissiez conduire plus longtemps. Donc les dynamiques de conduite de base, du volant et ainsi de suite, tout est plus ou moins pareil. Alors, lorsque vous commencez à conduire, allez plutôt doucement. Nous avions aussi la conduite électrique dans l'hybride intégré. Donc cela semble un peu similaire, puis les différences se manifestent quand je conduis plus longtemps bien sûr et aussi un peu plus vite. L'hybride rechargeable vous permet de conduire entièrement en électrique, vous savez. Cela se produit sur une période de temps plus longue et juste plus loin.
Pas trop tout électrique, bien sûr, parce que la batterie est limitée en taille, mais bien sûr plus qu'avec l'hybride intégré. Il serait donc logique que, par exemple, vous chargiez à la maison ou au travail et fassiez les trajets domicile-travail en électrique, alors l'hybride rechargeable a du sens. Ou encore, si cela a du sens fiscalement ou quelque chose comme ça. On se croirait ici dans la Kia EV9, vous savez, avec son design futuriste. Oui, le EV9 est même un peu plus grand. Je pense que l'hybride rechargeable est assez proche du Kia EV9 en termes de sensations et de performance de conduite globale. Ce que nous allons également faire est de vous montrer ici un peu plus d'accélération et aussi la maniabilité. Alors, oui, ça marche ici. Et encore une fois, je vais le passer en mode sport. Ensuite, nous aurons une accélération avec le système hybride que nous pouvons avoir. Voilà. OK. Oh, c'est 70. Oh, ouais, ça semblait un peu bizarre. Intéressant. Je veux dire, c'est le même moteur de base en dessous, mais on sent qu'ici, avec l'hybride rechargeable, le moteur n'est pas aussi près qu'il l'est avec l'hybride intégré, d'une certaine manière. Tu vois? Donc tu sens que ce système hybride est plutôt fait pour, eh bien, tu le conduis d'abord en mode électrique, ce qui est très efficace, puis tu l'épuises et utilises l'essence. Puis vous passez au moteur à combustion. Donc oui, ce que je ressens ici, c'est que les transitions entre les groupes motopropulseurs, comme l'électrique et la combustion, sont un peu plus fluides dans l'hybride intégré. Oui, autre chose intéressante, c'est que si vous ne bénéficiez pas d'avantages fiscaux, il vaut vraiment mieux opter pour l'hybride intégré. Le prix est la clé pour ce véhicule ici sur le marché nord-américain, car avec le moteur de base, il commence à 34 000 dollars. Et waouh, je veux dire, un véhicule si grand avec autant d'espace intérieur impressionnant pour ce prix-là. C'est aussi l'histoire à succès du Hyundai Santa Fe, surtout sur le marché nord-américain. En même temps, si vous pensez au marché européen, par exemple, il n'est disponible que dans les finitions haut de gamme là-bas, comme nous l'avons ici aujourd'hui, et à un prix bien plus élevé. Bien sûr, il faut amener les voitures des États-Unis vers l'Europe, et donc nous sommes ici à un prix d'entrée de 57 000 euros, un grand écart. Oui, le prix ici en Allemagne, par exemple, inclut la TVA, donc c'est une différence encore plus grande. Quand vous équipez un véhicule avec des options supplémentaires, comme cet hybride intégré tel quel, cela revient à 62 000 euros. Cependant, alors l'hybride rechargeable avec la finition la plus haute, 70 000 euros. Et puis, bien sûr, vous êtes dans une région où vous pouvez dire prendre une BMW X3, X5 pour ça ou quelque chose comme ça. Finition de base, bien sûr, en comparaison. Néanmoins, ils seront moins chers que les concurrents allemands haut de gamme sur le prix catalogue. Cependant, les tarifs de location, c'est bien sûr vraiment une toute autre histoire. Il y a donc un grand écart de prix. Sur le marché nord-américain, c'est vraiment très attractif. Sur le marché européen, le prix, bien sûr, peut être un problème. Dans l'ensemble, je trouve les solutions d'intérieur assez cool, surtout avec la grande ouverture du haillon arrière. Et aussi, vous pouvez faire 6, 5, 7 places. Vous avez de bons concepts pour vous déplacer dans le véhicule, plier les sièges, etc. Et le nouvel intérieur du cockpit est vraiment chouette. Dommage qu'ici en Europe, on puisse seulement obtenir les sièges en cuir animal. Encore une fois, je vois cette voiture très réussie sur le marché nord-américain. Alors dites-moi ce que vous pensez du tout nouveau Honda Santa Fe et comparez-le aussi aux concurrents.